Elle était jeune, brillante et pleine de vie. En 1984, Angie Samota disparaît après une soirée entre amis. Quelques heures plus tard, la police découvre son corps poignardé dans son appartement. La jeune étudiante texane de 20 ans est retrouvée vie et assassinée. Mais l'affaire est classée. Le meurtre reste non élucidé pendant des décennies. Jusqu'à ce que des années plus tard, son ancienne colocataire devenue détective privée relance l'enquête. Et ce qu'elle découvre va bouleverser toute l'Amérique. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va très bien, comme d'habitude, je vous remercie de demander, très chaudement il faut dire, surtout que je n'ai pas la clim, donc j'ai fermé la fenêtre dans un souci de bonne sonorité, mais du coup j'étouffe. Donc merci de liker la vidéo rien que pour ça. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ADJ, affaire du jour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nathalie Kat, diplômée en criminologie, et ensemble nous analysons à travers le prisme de la psychologie des affaires méconnues ou inconnues du YouTube francophone, ou un petit peu plus connues. Alors si ça t'intéresse, rejoins-nous, abonne-toi. Sinon Poupi te mordra très fort, fais gaffe. Mais pour l'heure, je te laisse avec le générique. Angie Samota est née le 19 septembre 1964 à Alameda, en Californie. Elle a grandi au Texas dans une famille aimante, mais assez discrète sur les détails de sa vie privée. Dès son plus jeune âge, Angie est décrite comme une enfant vive, sociable, curieuse, avec un grand sourire et beaucoup d'énergie. Elle était également très intelligente avec une grande capacité à tisser des liens, ce qui lui permettait de se faire très facilement des amis. Elle décide d'étudier à la Southern Methodist University, la SMU à Dallas. Là-bas, elle suit un double cursus d'informatique et d'ingénierie électrique, ce qui était assez rare pour les femmes à cette époque. Elle travaillait aussi à temps partiel dans l'immobilier, ce qui montre sa détermination et son énergie, et aussi son ambition. Ses proches, notamment son amie Sheila Wysocki, dont on reparlera par la suite, vous verrez, la décrivaient comme indépendante, bienveillante, brillante, toujours prête à aider les autres, avec un côté responsable malgré son jeune âge. Sa vie était pleine de promesses. À 20 ans, Angie menait une vie épanouie entre ses amis, ses études et son petit ami Ben. Elle avait tout pour réussir. Une belle apparence, un esprit vif, de l'empathie, de la rigueur et une grande force de caractère. Malheureusement, cette vie pleine de promesses fut brutalement interrompue en 1984. En 1982, à la SMU, l'université, à Dallas, deux jeunes femmes que tout semblait opposer vont pourtant tisser un lien indéfectible. Angela, qu'on appelait Angie, était brillante, solaire, extravertie. Elle affiche un sourire désarmant et une facilité à aller vers les autres. Elle étudie un double cursus qui est très masculin pour cette époque. Sheila Wysocki, quant à elle, est beaucoup plus introvertie, observatrice et un peu dans l'ombre. Quand elles deviennent colocataires à la résidence universitaire, c'est presque un hasard qui changera leur vie. Et dès les premiers jours, une alchimie douce se crée entre elles. Angie a ce don rare, celui de faire sentir les autres spéciaux. Elle accueille Sheila sans jugement, avec une chaleur naturelle. Très vite, elle se découvre aussi un point commun profond, l'absence de père dans leur vie, une blessure partagée qui soude leurs liens. Leur complicité devient si forte que Sheila dira par la suite que Angie était la première vraie amie de sa vie. Une sœur de cœur dont le meurtre brutal en 1984 la hantera pendant plus de 2 décennies, jusqu'à ce qu'elle décide de résoudre l'affaire d'elle-même. Angie passe une soirée détendue avec 2 amis. Russell Buchanan, un jeune étudiant en architecture, et une amie de son entourage. Ils se rendent d'abord à un match de football, puis sortent boire un verre dans un bar de Dallas, et elle est décrite comme joyeuse, sociable, parfaitement à l'aise durant toute la soirée.
Vers 1h du matin, Angie propose de raccompagner tout le monde chez eux. Elle dépose Russell chez lui dans le quartier de Uptown, puis sa copine, et enfin, elle rentre seule dans son appartement situé au 5232 Amesbury Drive, un quartier calme près du campus. À 1h45 du matin, Angie appelle son petit ami, Ben McCall, et elle lui dit quelque chose d'inquiétant. Un homme étrange se trouve dans son appartement, un type à qui elle aurait permis d'entrer dans son appartement afin d'utiliser ses toilettes et son téléphone. Elle semble inquiète. Puis la ligne coupe brusquement. Ben, alarmé, décide de la rappeler, mais pas de réponse. Alors il décide de se rendre directement chez sa copine, mais la porte est verrouillée et là encore, aucune réponse. Ben appelle immédiatement la police et les policiers arrivent rapidement. À 2h15 du matin. À l'intérieur de l'appartement, il découvre le corps d'Angie dans sa chambre. Elle est nue, allongée sur le lit, poignardée plusieurs fois au cœur. Elle a également été vie. Alors je dis pas le mot. Comme vous savez, il y a beaucoup de mots que je dis pas, comme le mot CUL, qu'on va beaucoup dire, mais j'enlève le X, donc ça donne CUL. La scène est atroce, mais la scène de crime ne montre aucun signe d'effraction. Elle souffrait de multiples blessures à l'arme blanche, presque comme si elle avait été massacrée, raconte Ken Budjenska, ancien agent de patrouille de la police de Dallas, à l'émission Murdered by Morning, diffusée le samedi sur Oxygène. Et des décennies plus tard, l'horreur des blessures brutales de Angie hanteront les enquêteurs. Il m'a semblé que son cœur reposait sur sa poitrine, A déclaré Janice Crowther, ancienne agente de patrouille de la police de Dallas. Les enquêteurs ont examiné et préservé la scène de crime et aucun signe d'effraction n'a été décelé, ce qui suggère que Samota avait ouvert la porte à son meurtrier. Et la présence de sang dans le lavabo et la baignoire de la salle de bain suggère que le tueur a nettoyé la scène du crime. L'arme du crime, un couteau, n'a pas été retrouvé sur les lieux. La police interroge d'abord Ben McCall, le petit ami de Angie qui se trouvait devant la résidence. Les enquêteurs apprennent que Ben était resté chez lui cette nuit-là, en raison de son emploi du temps. Et vers 1h du matin, Angie était passée lui dire au revoir, après avoir déposé Buchanan et Kadala, son ami. L'autopsie révèle que Angie avait été poignardée à 18 reprises. L'une des blessures avait même pénétré son corps d'avant en arrière. Alors je vous dis pas la sauvagerie de l'acte. Ben McCall, son petit ami, est suspect dans un premier temps. En effet, il est le dernier à avoir parlé à Angie au téléphone. Mais il alerte les autorités et coopère immédiatement. Il est interrogé, mais son alibi est solide. Il est donc rapidement écarté des suspects. Russell Buchanan, l'ami qu'elle avait raccompagné, est également interrogé, car c'était la dernière personne à avoir vu Angie vivante. C'est un étudiant en architecture, calme, sans casier judiciaire. Il est interrogé plusieurs fois et il passe même à un test polygraphique. Son appartement est fouillé, mais rien de suspect n'est trouvé. Faute de preuves concrètes, la piste s'arrête là. Quant aux éléments de la scène de crime, on sait que Angie a été poignardée à mort et que l'arme du crime n'a pas été retrouvée sur les lieux. Elle a été vie, je dis pas le mot, son corps a été déplacé jusqu'à son lit, déshabillé, elle a été déposée là, allongée et nue. L'agresseur a verrouillé la porte derrière lui, ce qui exclut l'effraction, et des échantillons biologiques sont prélevés, du sperme. Mais comme vous vous en doutez, en 1984, les technologies de l'ADN sont balbutiantes. Pendant plus de 20 ans, l'affaire Angie Samota reste un cold case. Aucun suspect n'est formellement identifié. Les preuves ADN sont bien évidemment conservées, mais inutilisées, faute de base de données nationales performantes. Mais des années après, l'affaire va connaître des rebondissements. Rappelez-vous, Angela et Sheila se rencontrent en 1982 à l'université de Dallas. Elles partagent la même chambre et deviennent amies. Angie avait un beau sourire, le plus beau qui m'ait été donné de voir. Elle était belle, intelligente et bienveillante avec les autres, se souvient Sheila. Nous avons grandi toutes les deux sans père, et cette absence nous a rapprochés. Quand elle apprend le meurtre de sa chère amie Angela, Sheila est anéantie. Le meurtre d'Angie a été l'événement le plus traumatisant de ma vie. Ce jour-là, mon innocence a disparu. Je ne suis jamais retournée à la fac. Et en 1988, Sheila se marie et part s'installer dans le Tennessee, où elle élève ses 2 garçons. En 2004, installée dans le salon, la mère de famille lit la Bible. Soudain, je me souviens d'avoir regardé à droite et il y avait le visage d'Angie.
Juste elle et son grand sourire. Je ne crois pas aux fantômes, mais je crois que les morts peuvent nous envoyer des messages. Et là, Sheila se lève avec une ferme décision. Elle appelle la police de Dallas. Elle demande à joindre le département des affaires classées. On lui répond tout simplement qu'il n'y en a pas. Elle demande alors à parler à l'inspecteur avec qui elle avait noué des liens d'amitié. Elle lui laissera un message et ne la rappellera pas. Elle relancera la police pendant des années jusqu'à ce qu'un enquêteur n'accepte en 2006 de réouvrir le dossier. Nous sommes en 2008, soit 24 ans après le drame. Les preuves biologiques conservées, donc le sperme, sont soumises à un test ADN. Et là, bingo, le profil génétique correspond à celui d'un criminel CUL récidiviste. Selon le département de justice pénale du Texas, Donald Andrew Bess est né le 1er septembre 1948, la rentrée des criminels, on sait pas. Il vient de l'Arkansas, est brun aux yeux verts et fait 1m83. Niveau profession, ce n'est pas renseigné, mais on sait qu'il exerce plusieurs petits emplois ponctuels. Et Donald a une part sombre, très sombre, car son casier judiciaire est lourd. En 1978, il est condamné pour viol aggravé. Il est reconnu coupable d'un viol extrêmement violent, pour lequel il est condamné à 25 ans de prison. Et malgré cela, il sera libéré sur parole au bout de seulement 6 ans de prison, ce qui s'avérera tragique. Et c'est son ADN qu'on analyse 24 ans plus tard, sur la scène de crime d'Angie Samota. Ce criminel qui avait été relâché et qui, l'année où il était libre, a tué la pauvre Angie. Sûrement pour ne pas être rattrapé et condamné à nouveau. Ce qui rend cette affaire d'autant plus glaçante et révoltante. À l'époque, il n'existait pas de registre public de délinquants CUL. Il n'a pas été suivi psychologiquement ni contrôlé, malgré la dangerosité de son profil. Et surtout, les risques de récidive chez les agresseurs CUL violents étaient déjà connus, mais les décisions de libération conditionnelle n'intégraient pas assez ces facteurs. Le plus tragique dans tout cela, c'est que si la justice avait décidé d'appliquer la peine initiale, c'est-à-dire 25 ans, Angie serait probablement toujours en vie. Le meurtre d'Angie est donc la conséquence directe d'un système défaillant, avec une liberté conditionnelle mal évaluée. Au moment où son ADN match avec celui retrouvé sur la scène de crime, Donald purge déjà une peine de prison, car il avait été reconnu coupable de nombreux vils entre 1985 et 1989. Il est de nouveau condamné à la prison à perpétuité pour cela, et en 2010, il sera jugé pour meurtre aggravé, viol et cambriolage au premier degré. Il sera condamné à mort au terme d'un procès rapide. Concernant son profil psychologique et psychiatrique, il n'y a pas de traces de cela, mais on peut quand même déduire certains points, comme une déviance CUL clairement marquée. Il attaque des femmes sans logique particulière, souvent avec violence extrême. Il y a un sadisme CUL possible. Vu le nombre de cas, la brutalité et l'absence de remords, la manipulation et la capacité à simuler la normalité sociale, il a pu cacher pendant toute cette période ses tendances. Et évidemment, sa dangerosité élevée et son manque d'empathie. Donald Bess est mort en prison le 8 octobre 2022 à l'âge de 74 ans dans le couloir de la mort du Texas. Il n'a jamais exprimé de remords pour ses actes, y compris pour Angela. Si Donald Bess avait purgé l'intégralité de sa peine pour vie, de 25 ans, Angela Samota aurait eu la chance de vivre sa vie pleinement. Sa libération conditionnelle, permise par un système judiciaire qui n'a pas évalué correctement sa dangerosité, a eu des conséquences fatales. Le timing est glaçant. Libéré en 1984, il tue Angela cette même année. Ce choix, probablement motivé par sa peur de retourner en prison, illustre à quel point il était calculateur et dangereux. Ce cas met en lumière des failles du système judiciaire. La libération conditionnelle mal évaluée pour les criminels violents, l'absence de suivi thérapeutique et surveillance post-libération, surtout pour les agresseurs CUL, et la lenteur de la justice. En effet, il a fallu des décennies et les avancées en technologie de l'ADN pour résoudre ce crime et rendre justice à Angela. C'est une tragédie qui nous rappelle l'importance de protéger les victimes potentielles et de prioriser leur sécurité face à des individus à haut risque. Si tu es resté jusque-là, mets NJ en commentaire et dis-moi si l'affaire t'a intéressé. Moi, en tout cas, ça m'a horrifiée. Je me suis rendu compte que tout mon développement, c'est-à-dire la partie la plus longue, n'a pas été enregistrée. Enfin, son son, du moins, n'a pas été enregistré parce que j'ai coupé accidentellement le micro. Donc, je vais devoir tout me retaper. Donc là, ce que je tourne là,
c'est postérieur au développement que vous aurez regardé. Abonne-toi si mes sujets t'intéressent et si tu aimes ma manière de raconter et les affaires inédites ou peu connues que j'essaie de vous dénicher. N'oublie pas de liker, de commenter, c'est très important pour le référencement. Sinon, Poupie viendra te gifler et te griffer. Les deux. Portez-vous bien, hydratez-vous, prenez bien soin de vous et de votre famille, c'est très important. Suis-moi sur les réseaux si je te manque entre 2 vidéos. Courage au boulot pour ceux qui travaillent toujours et bonnes vacances pour ceux qui sont déjà en vacances. Vous êtes libres. Bon repos. And remember, you rock.